Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en mois de mai, j'ai opéré une récidive d'hernie discale avec une TILIF. Il y avait une brèche tout simple suturée immédiatement et encollée. Elle a fait un hématome dans chaque hémisphère cérébelleux et un hématome frontal droit avec une petite dysmétrie. Elle a récupéré, elle est restée 15 jours au lieu des 2 jours prévus. Elle est sortie le 31 mai des Cèdres et le 5 juin, j'avais déjà la lettre de son avocat. 5 jours, je crois que c'est mon record de ma vie. On en discutera peut-être tout à l'heure, mais en ayant fait la littérature... Je ne l'ai pas drainé, alors je ne sais pas après, tu vois. Ah ouais, mais en ayant fait la littérature, il y a très peu, il y a assez peu de cas rapportés, alors que quand on discute entre nous, c'est un truc qu'on a tous vu. Donc, il y a peut-être un qu'on truc les à faire publie. en même temps, parce que ça fait bien flipper quand même. Alors, la RAC, vous en avez entendu parler hier à la session du président. On parle de récupération rapide. Moi, j'aime pas faire RAC avec 2 R, je préfère faire RAC avec 2 A, récupération améliorée. On s'attache à ce que l'expérience patient, chaque étape pré, per et post-hospitalisation soit optimisée par des protocoles, par une mise en situation du patient, par le fait qu'il s'approprie de façon proactive sa problématique et on améliore son expérience, éventuellement les résultats cliniques et à la fin peut-être on raccourcit la durée d'hospitalisation et on économise un peu d'argent. Mais cette espèce d'obsession sur gagner du temps, le virage ambulatoire qu'on nous a servi de façon officielle en France depuis 20 ans explique peut-être qu'on est, nous médecins, mis parfois des freins au développement de ces techniques parce qu'on nous obsédait par la diminution de la DMS alors que la RAC, elle est d'abord faite pour faire des interventions avec moins de risques et moins de douleur pour les patients. C'est ce qui a été bien écrit par Kellett et quand il a cristalliser ce concept au tournant du siècle dernier. Pour moi, comme Olivier Hamel vous l'a dit hier, si vous étiez à la session des présidents, RAC et ambulatoire, c'est exactement les mêmes règles. L'ambulatoire, c'est de la RAC ultime, finalement. Toujours 3 étapes, avec une optimisation du patient avant l'hospitalisation, pendant son hospitalisation, avec plein de petites techniques, le patient debout qui va au bloc en portant son dossier, pas peu de drainage, etc., etc. Et puis un suivi post-opératoire, soit par téléphone, soit par des applications mobiles, qui permettent de garder un contact, même si la durée d'hospitalisation est plus courte. On va aller très vite sur les résultats. C'est ce qu'on fait au Cèdre, par exemple, pour 3 interventions type en fusion, les ALIF. Avant la RAC, nous, on a implémenté la RAC autour de 2015. Il a fallu un peu de temps. Je ne vais pas détailler les matériels et les méthodes, mais on avait, avant la RAC, 6 jours de DMS pour les ALIF, après la RAC, 3 jours. Avant la mise en place de la RAC, 3 jours pour les hernies discales cervicales, 1,3 jours maintenant. On ne les fait pas en ambulatoire. Et pour les fusions postérieures, en moyenne, quelle que soit la procédure, 6 jours et maintenant on est passé à 4,8. Tous ces chiffres sont significatifs. Je vous ai mis en bas en rouge les fourchettes moyennes en France, c'est les chiffres que j'ai pris sur l'ATI le mois dernier. Donc c'est quand même une technique qui marche bien avec peu de dépenses et une satisfaction de tous les acteurs, ce qui est assez rare dans notre métier. Pour les microdissectomies lombaires, le passage on les fait quasiment tout en ambulatoire. Il faut reconnaître qu'avant le passage en ambulatoire, on était 5, à l'époque, Olivier n'était pas arrivé, ni Guillaume Boniface, et il n'y avait qu'un seul chirurgien qui drainait, rétif à toute modification. Et le passage à l'ambulatoire, qu'est-ce que ça a fait ? Ça a fait que plus personne ne draine. Vous voyez, juste moins de 5% des patients. Même lui qui était quand même assez résistant, il est passé au non-drainage. Ça a aussi diminué non seulement le pourcentage de patients, mais aussi le durée du drainage, puisqu'on est passé de J2 systématique à plus de drainage du tout. Pour les microdissectomies cervicales, on a un truc spécifique. On a eu un décès il y a quelques années sur un hématome, 12 heures après intervention, pendant la nuit. Et on a fait une URMM. Et les anesthésistes ont dit, s'il avait été drainé, elle ne serait pas morte. Ce qui est complètement faux, tu nous l'as montré. Mais ça a été verbalisé devant les surveillantes, la direction, les équipes soignantes. Et étant le chirurgien, je me suis dit, et on a édicté qu'on ferait ces patients le matin et qu'on les drainerait tous, même si on savait que c'était scientifiquement faux. Je ne voulais plus entendre une chose pareille, et d'ailleurs, je n'ai pas tellement envie de l'entendre d'un expert un jour. Le chirurgien Johnny l'a entendu, et on l'a même entendu à la radio par son impresario. On sait bien que c'est faux, mais ce sont des choses qui marquent à longtemps. Mais par contre, ce qu'on a fait avec la RAC, c'est qu'on les draine, encore une fois, beaucoup plus, juste une journée au lieu des 2 jours qui étaient près des 40% des cas. Pour les recalibrages des compressions sans instrumentation, on a diminué également les durées le pourcentage de drainage et les durées. On enlève les redons à J1 dans 100% des cas, alors que c'était que 22% avant la RAC, et on a diminué significativement les taux de drainage. Mais on continue à les drainer encore. Et pour les fusions, que ce soit quelles que soient les pratiques, c'est pareil. On les draine moins et on les draine moins longtemps. Donc en pratique, les complications n'ont pas changé entre les 2 périodes. On avait 5,3 à 5,6%, c'est pas significatif. Le taux entre complications mineures ou majeures n'ont pas changé. Les hématomes,
C'est exactement pareil. 8 drainés, 3 repris, 9 drainés, 5 repris en 2017. Donc c'est pas significatif et pareil pour les infections. Donc c'est des échos avec tout ce que nous a montré. Donc en résumé, ce sont des décisions qui sont purement personnelles, basées absolument pas sur de la littérature ou sur de l'expérience, hormis des expériences que j'ai évoquées avec vous dans la RMM que nous avons vécue. On a modifié le pourcentage de drainage, la durée de drainage, on est passé, et aussi la qualité, j'ai pas eu le temps, mais on fait plus de drainage aspiratif quasiment, on fait des drainages dans des drains sans vide. Il n'y a pas d'impact sur les complications. Et effectivement, dans la littérature, je termine très vite, on ne voit pas grand-chose. Drainer relève de la décision individuelle du chirurgien. Dans la littérature de la RAC, il n'y a pas beaucoup de littérature de RAC et spine encore. Premier papier européen, c'est norvégien, ils drainent aucun patient. Hein. Ils travaillent dans un centre commercial, ils ferment à 17h, ils ont plus de 1000 cas dans neurosurgery, ils drainent aucun. Le Neurosurgical Focus récent qui est consacré à la RAC et spine, eh bien, de drains chirurgicaux à enlever le plus rapidement possible. Et le papier sur les rachis cervicaux et RAC, c'est pas de drainage. Donc, je passe sur cette enquête. Au final, pour moi, c'est une question d'accepter le changement, de s'y faire. C'est pas possible de se confronter à des nouvelles habitudes. Hein. Ça, c'est le premier Coca-Cola officiel en France. Ça plaisait pas trop aux papilles à casquette dans les bars français. Et voilà. RAC pour nous, moins de drainage moins longtemps, plus de drainage aspiratif la plupart du temps. Et surtout, la RAC, l'avantage, c'est que ça oblige les praticiens à se mettre autour d'une table et à discuter sur l'homogénéisation des pratiques. C'est le principal intérêt de ce type de prise en charge. Et à la fin, tout le monde est content. L'administration, le payeur, le chirurgien, les anesthésistes et surtout le patient. Merci.